Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il manquait 4 millions. C'est que dalle, 4 millions. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps pour que jamais une affaire comme Brandt ne se reproduise. C'est la honte de la République. Et ça va être acheté par les Chinois. J'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 26 mars 2026. Il est midi 5. Maude Koffler est présente dans ce studio. De même qu'est présent Julien Delmas, qui supervise la excellente qualité de cette émission, et l'incontournable Emmanuel Galasso, qui attend vos appels au 0826 300 300, parce que, comme je vous le dis à chaque fois, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui vont certainement susciter en vous l'envie d'intervenir à la radio, de nous poser des questions et d'échanger avec nos invités. Le tribunal de commerce de Nanterre est-il passé à côté de l'histoire en retoquant le plan de sauvetage de Brandt, fleuron français de l'électroménager en liquidation? Nous explorons ces voies vers midi 10. Nous explorons les dessous de cette affaire avec monsieur Joseph Francis, qui fut l'un des candidats à la reprise de cette société et qui nous expliquera que tout n'a pas été toujours très clair. Il y avait des relents de guerre civile dimanche soir en Seine-Saint-Denis à l'annonce des résultats du deuxième tour des élections municipales. Les témoins de la scène ont parlé de violence, évoquant une dose de haine jamais vue dans un contexte électoral. On en discute à 12h45 avec notre confrère, le journaliste Amaury Bucco. Je recevrai de 13 à 14h Pierre Botton qui a souvent défrayé la chronique avec des scandales, des condamnations. Et Pierre Botton a retrouvé une forme de rédemption avec la foi. Son livre s'appelle Sur le chemin de la foi aux éditions Fayard. Et il explique comment, dans son épreuve, dans les tourments qu'il a connus et les sanctions, la prison qu'il a connue, il a trouvé, disons peut-être, il a pu pénétrer les voies du Seigneur pour trouver une forme de renaissance et d'espoir pour établir une nouvelle vie. Et puis avec Maud, nous allons aborder évidemment quelques sujets d'actualité. Moi, je vais vous parler... la Suisse a inventé le droit de réfugié sexuel pour Tariq Ramadan, qui a été condamné à 18 ans et qui pour l'instant est protégé en Suisse. Et vous, Maud, vous avez envie de nous parler Je parlerai par exemple de la police municipale de Saint-Denis qui fuit et qui pourrait trouver refuge à Nice, chez Eric Ciotti. Voilà, donc tout le monde s'enfuit. Voilà le programme Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, ces dernières heures, on entendait des prises de position et des commentaires d'observateurs politiques disant oui, alors maintenant, il est clair que le RN est bien installé dans le paysage politique français. Les sondages confirment qu'au deuxième tour, Jordan Bardella, éventuellement Marine Le Pen seront en tête entre 35 et 36%. Mais il y a évidemment l'interrogation, est-ce que le 7 juillet, la justice française autorisera ou pas Marine Le Pen à se présenter à la candidature à la présidence de la République en 2027. Tous les scénarios ont été envisagés et on dit oui, mais c'est quand même elle qui est le fer de lance du Rassemblement national. Jordan Bardella a sa jeunesse, mais il n'a pas d'expérience. Ça sera dur pour lui. Et Marine Le Pen, interrogée, a dit si je suis présidente de la République, je prendrai Jordan Bardella comme Premier ministre. Par contre, si Jordan Bardella est président de la République, je n'accepterai pas, je ne prendrai pas la fonction de Premier ministre. Je suppose, là je suis dans l'extrapolation, je suppose qu'elle dit qu'elle n'acceptera pas le poste de Premier ministre parce que ça voudrait dire aux juges qui sont en train de délibérer sur son cas, mon cas est réglé, vous pouvez me condamner à l'inéligibilité puisque de toute manière j'ai trouvé une solution. Elle doit bien entendu maintenir le fait qu'elle est la candidate légitime du Rassemblement national à la présidence de la République et que donc elle demande à pouvoir exercer ce droit civique d'être candidate et elle ne peut pas à aucun moment considérer que je tourne la page et effectivement je renonce à y être. C'est donc un problème de discours et de stratégie. Je voulais seulement préciser à ceux qui s'inquiètent, qui nous disent Marine Le Pen, présidente de la République, Jordan Bardella, même s'il est jeune, c'est elle qui sera quand même la patronne de l'opération, il n'y a pas de problème. Et alors, à l'inverse, on dit oui, par contre, s'il est président de la République, il a carrément ni l'expérience, ni les épaules. Alors,
la situation spécifique aux institutions françaises veut que il est précisément indiqué dans la Constitution par l'article 20, qui est un article fondamental, qui a toujours été plus ou moins appliqué, puisque quand le président de la République dispose d'une majorité surtout absolue à l'Assemblée nationale, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, et effectivement le Premier ministre ne peut être qu'un assistant. Il y a vraiment que Georges Pompidou, qui a été un Premier ministre à part entière, avec des prérogatives respectées, le général de Gaulle présidait, Georges Pompidou gouvernait. L'article 20 stipule que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Je répète, l'article 20 de la Constitution de 1958 stipule que c'est le gouvernement qui détermine, c'est-à-dire qui décide, et conduit, c'est-à-dire qui applique la politique de la nation. Si donc, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2027, les candidats du Rassemblement national, le candidat du Rassemblement national l'emporte, que ce candidat s'appelle Jordan Bardella, et que pendant la campagne, le RN aura clairement déclaré qu'il y a un ticket constitué, de même que Marine Le Pen a dit, il y aura un ticket si je suis élu, puisque Jordan Bardella, je lui confierai le rôle de Premier ministre. Si Jordan Bardella dit, au cas où je serai élu président de la République, je demanderai à Marine Le Pen de prendre la tête du gouvernement de la République française, d'être Premier ministre, eh bien, à ce moment-là, j'allais dire, l'interrogation et les doutes sont suspendus. Car Marine Le Pen pourra dire l'expérience que Jordan Bardella ne pourrait pas avoir, ou les compétences qu'il n'aurait pas, ou peut-être la dimension, peu importe. Lui sera président de la République au titre de ce que la Constitution confère comme pouvoir au président de la République, qui sont énormes, mais qui conduira et déterminera la politique de la nation, c'est moi qui serai Premier ministre, qui serai chef du gouvernement. Donc mes talents, mes compétences, mon expérience profiteront au pays, puisque j'aurai en réalité les vrais pouvoirs exécutifs, avec un partage du président de la République. Donc pas d'expectative. Alors ensuite, il faut bien sûr que Madame Le Pen accepte d'être Premier ministre. Pour l'instant, elle dit qu'elle ne le sera pas. Mais de façon institutionnelle, si Jordan Bardella est à l'Élysée et Marine Le Pen à l'hôtel Matignon, ce sera le gouvernement de la République. Ensuite, advienne que pourra, on verra bien. Mais sur le plan institutionnel, il n'y aura pas de carence, de lacune, de défaillance. Voilà, c'est une précision que je voulais apporter. C'est surtout pas une opinion politique. C'est juste dire que les institutions françaises sont ainsi faites dans la Ve République qu'entre un président de la République qui exerce ses pouvoirs et un Premier ministre qui assume les siens au nom de l'article 20, la République est gouvernée comme il faut. Voilà, cette précision est faite. Allez, vous êtes sur Sud Radio, restez bien avec nous. Nous allons revenir sur les récents rebondissements suite à la liquidation judiciaire du groupe d'électroménager Brandt avec Joseph Francis. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. La France dans tous ses états, le fait du jour. Depuis la liquidation judiciaire du groupe d'électroménager Brandt le 11 décembre 2025, de nombreux repreneurs publics et privés se sont positionnés, mais le tribunal des activités économiques de Nanterre a retenu vendredi 13 mars l'offre du distributeur CAFOM, qui ne prévoit que la reprise des stocks, marques et brevets du fabricant français d'électroménager. On en parle avec l'un des 36 candidats à la reprise des actifs du groupe, Joseph Francis. Bonjour. Bonjour Joseph Francis. Bonjour. Merci d'être à l'antenne de Sud Radio en direct avec nous. C'est un sujet qui nous a beaucoup interpellé, cette tragédie, j'appelle ça une tragédie de Brandt à Orléans. Les pouvoirs publics, les collectivités locales concernées, que ce soit le maire d'Orléans ou le président du conseil régional Centre-Val de Loire, Monsieur Grouard et Monsieur Bonneau avaient bon espoir que le tribunal de Nanterre accueille favorablement les solutions qui lui ont été proposées. Coup de théâtre, projet retoqué. En un premier temps, avant que vous nous donniez vos explications sur ce que vous avez vécu, c'est un énorme gâchis. Il y avait vraiment la possibilité de sauver Brandt, ou c'était un dossier quand même difficile? C'était un dossier difficile comme tous les dossiers industriels, mais c'est aussi un énorme gâchis. C'est un énorme gâchis parce que, une fois de plus, on parle de réindustrialisation et on ne fait pas ce qu'il faut pour maintenir l'industrie sur le territoire français. En réalité, il y avait une solution industrielle, il n'y en avait pas d'autre. Toutes les autres propositions, c'était des distributeurs qui voulaient acheter les marques pour fabriquer dans des pays low cost et vendre des produits comme si c'était des produits français. Tous.
Et la seule solution industrielle nécessitait du travail, de l'effort, de l'investissement. Une fois de plus, on est passé à côté. Je regrette infiniment. Et je pense à ces salariés qui aujourd'hui, qui ont un savoir-faire énorme, immense savoir-faire français. Ils ont fait dans le temps, ils ont créé la plaque chauffante à induction. Ils ont fait énormément de progrès. L'électroménager français, malheureusement, est mort industriellement, alors que c'était un des plus recherchés au monde. Nos marques sont en train de disparaître au profit des Chinois et des pays low cost. Je le regrette infiniment. Comment se fait-il justement, Joseph Francis, qu'en ayant des fleurons tels que Brandt, et je me souviens dans mon enfance les publicités, l'homme demande à son ami, elle a quoi comme machine à laver ta femme? Et il dit, mais elle m'en parle jamais, parce que ça tombe jamais en panne. Il appelle sa femme, c'est une Brandt, c'était une pub célèbre. Comment se fait-il que toutes ces productions, j'allais dire de biens de consommation, aient pu être éradiquées aussi facilement par la concurrence? Nous savons bien, concurrence déloyale, pas libre et faussée des industries asiatiques. Comment se fait-il que les pouvoirs publics aient laissé se désagréger ce formidable patrimoine industriel en 20 ou 30 ans? Parce que malheureusement, on fait pas ce qu'il faut. On fait des annonces, mais la réalité, c'est qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Nos industries sont vieillottes et il faut moderniser notre outil industriel. Il faut accepter la mondialisation et se placer dans la mondialisation. La France a sa part dans la mondialisation. On ne peut pas rejeter la mondialisation et ne pas faire ce qu'il faut pour être compétitif dans la mondialisation. En matière d'électroménager, la Brandt avait une place dans l'électroménager haut de gamme, c'est-à-dire à forte valeur ajoutée. Pour cela, il aurait fallu que, depuis des années, il y ait des investissements pour moderniser l'outil et pour le consacrer sur la partie haut de gamme de l'électroménager. Et là, il y avait un marché mondial qui nous ouvre les bras. Et le monde entier souhaite acheter français. Le luxe français est connu dans le monde entier. La valeur française est connue. Sauf que malheureusement, les décideurs ne regardent pas loin. On n'a plus de vision, on n'a plus de plan, on ne met plus les moyens pour moderniser notre outil industriel. Hélas, il y aura d'autres Brandt en France si on ne fait rien. Ah ben, on en a tous les jours depuis longtemps. Donc vous, ce que vous suggériez à l'époque, au moment où il était encore temps, c'était pour faire face à cette concurrence déloyale, cette compétitivité relative de la mondialisation, monter en gamme la qualité des produits Brandt parce qu'il y avait la technologie compétente. Il y avait une viabilité. Joseph Francis, est-ce que c'est un tribunal de commerce? Il y a deux paramètres dans ce que vous dites, et c'est très important. Il y a l'intérêt économique du pays, il faut préserver notre patrimoine industriel. Et puis ensuite, les juges vont juger sur la viabilité économique du projet. Là, les juges ont jugé à Nanterre, même si beaucoup de responsables ont dit quel jugement étonnant, alors que c'était viable. Le jugement du tribunal administratif de Nanterre est contestable ou non, ou difficile à interpréter? C'est le tribunal économique. Je pense que pour amener le tribunal à prendre une décision en faveur d'une industrie, il aurait fallu que ceux qui se sont occupés du dossier sur le plan des pouvoirs publics donnent une crédibilité au dossier industriel. Le 24 décembre, quand le maire de Rouen déclare que la solution de Brandt existait en voulant faire des drones. Oui. Pardon? Maire d'Orléans. Oui. Maire d'Orléans, pardon. Monsieur Grouard. Quand il a déclaré qu'il allait faire des drones ou des appareils, des ordinateurs ou à la fin, ils ont parlé même de pompes à chaleur à la place des lignes de production de plaques chauffantes. Aucun tribunal ne peut accepter ce genre de discours fantaisiste. En réalité, je crois que le maire d'Orléans et le département économique de la métropole d'Orléans portent une lourde responsabilité dans ce qui est arrivé, parce qu'ils n'ont pas jugé bon de soutenir un vrai dossier industriel. Et la réalité, elle est malheureusement cruelle, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des friches industrielles. Qu'est-ce que vous proposiez vous-même, Joseph Francis, comme projet de reprise de Brandt?
Alors, le projet que j'ai proposé est simple. Moi, j'ai travaillé avec le savoir-faire des managers et des techniciens de Brandt. Nous avons travaillé sur l'usine existante. Malheureusement, elle était obsolète. Depuis des décennies, il n'y a pas eu d'investissement pour moderniser l'usine. Il y a 3-4 ans, le directeur industriel a demandé à ses propriétaires algériens d'investir pour moderniser une ligne de production. Ils l'ont refusé en disant qu'ils n'ont pas les moyens. En fait, c'est une usine qui brûlait tous les ans 11 millions d'euros parce que elle n'était pas au jour. En réalité, ce que nous avons proposé, c'est de créer une nouvelle usine moderne, automatisée, en mettant en place les moyens en recherche et développement, en nous concentrant sur le haut de gamme de la marque de Dietrich et de Brandt. Voilà ce que nous voulions faire, et ce que nous avions comme prévisionnel, c'est que quand l'usine serait en vitesse de croisière, nous serions avec plus de 20% d'EBITDA, c'est-à-dire de résultats opérationnels, ce qui est colossal. Ça marche, ça existe. Malheureusement, les décideurs marchent sur la tête. Vous aviez trouvé les fonds nécessaires pour réinvestir ? Alors nous avons proposé en priorité au Centre Val-de-Loire et à Orléans, ils n'ont pas accepté. Nous avons trouvé dans la région Île-de-France et dans l'agglomération de Cergy-Pontoise des partenaires, une société d'économie mixte. Je salue à la fois le président de l'agglomération de Cergy et la présidente de la région Île-de-France qui ont mis en place un bâtiment pour la nouvelle usine sous forme de leaseback, et nous avions les fournisseurs qui devaient nous mettre à disposition les machines sous forme aussi de leaseback. Et ces amortissements étaient prévus dans notre compte d'exploitation. Sur quel élément le projet était financé. Oui. Allez-y. Le projet était sur le point de se finaliser. Le projet était financièrement assuré, équilibré et qui était viable. Sur quel argument le tribunal de Nanterre a appuyé son refus ? Quelle est la faille qu'il a considérée comme suffisamment importante pour ne pas donner suite aux propositions qui avaient été faites ? Alors, c'est purement un problème économique. Le problème économique, c'est-à-dire que le concurrent qui a acheté les marques et les stocks, il a mis près de 20 millions d'euros. Alors que nous, en tant qu'industriels, notre but, ça n'était pas d'acheter les marques et les stocks à des prix exorbitants. C'était surtout de garantir la qualité pour le parc. Parce que vous savez, quand vous vendez de l'électroménager, vous devez garantir la qualité de vos produits. Aujourd'hui, personne ne garantit de tout ce qui a été vendu depuis 10 ans sur le parc. C'est-à-dire, vous avez une machine Brandt chez vous, vous vous adressez à Brandt aujourd'hui pour dire « Attendez, je suis en panne, elle est sous garantie », vous n'avez plus de garantie. Nous avions prévu d'assurer cette garantie. C'est d'ordre plutôt commercial, moral et aussi économique, parce que vous ne pouvez pas acheter une marque dont les clients vous disent on n'en veut pas parce qu'elle n'est pas garantie. Donc en fait, nous avons privilégié le marché, nous avons privilégié l'industrie et non pas malheureusement les créanciers. Et le tribunal a privilégié les créanciers. À qui appartient le label Brandt maintenant ? Qui est propriétaire de ce label, qui est un label glorieux ? Oui, selon l'ordonnance du tribunal, c'est Acafom, qui est un distributeur qui prévoit d'acheter des produits fabriqués en Chine pour les vendre dans le monde entier, y compris en France. Avec la marque Brandt. Absolument, avec les 4 marques. Brandt, de Dietrich, Vedette et Sauter. Il y a risque de tromperie du consommateur, parce qu'il y a des gens qui penseront qu'ils achètent de la qualité Brandt alors que ça n'en sera pas. Alors là, la qualité, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que l'industrie française est morte. Et ça, je le déplore. Moi, je prône la réindustrialisation et non pas la vente de nos marques à des industries étrangères. Je pense que ce sera une thématique qui sera au cœur du débat politique pendant l'élection présidentielle. Merci Joseph Francis d'avoir pu témoigner en direct. On regrette que vous n'ayez pas eu gain de cause auprès du tribunal de Nanterre, et on espère que peut-être des jours meilleurs pour la société Brandt, si on peut encore espérer que ce fleuron de l'électroménager français est un avenir. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci.
Vous les avez sans doute vu passer, ces vidéos de maires sortants à Creil, au Blanc-Ménil, à Mantes-la-Jolie, des maires sortants chassés de leur mairie, chassés de leur mandat par leurs adversaires vainqueurs. On en parlera dans un instant avec le journaliste de Valeurs Actuelles Amaury Bucco pour comprendre comment ces choses-là ont-elles pu arriver. Ce sera juste après les perles. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 17h-20h. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Une mère d'élève a déposé plainte contre l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril. Oui, outrée, indignée, une maman d'une élève d'une école maternelle du Val d'Oise a déposé plainte pour violence sexuelle entre enfants à l'école, un thème visiblement tabou qu'il ne faut pas minimiser. Donc le tabou est levé suite à ce dépôt de plainte de cette maman, face quand même au silence de l'Éducation nationale. Son petit garçon de 5 ans témoigne à un moment donné, évidemment il pleurait, et elle finit par obtenir la vérité. Elle lui dit, dans les toilettes de l'école, un autre camarade de classe m'a fait des attouchements, je donne pas les détails. Et donc elle signale, et la machine a mis beaucoup de temps à se mettre en route, parce qu'on dit entre enfants, voilà, c'est des relatifs, ça commence voilà. Et en fait, on se rend compte que les violences sexuelles entre enfants, peut-être parce que ces enfants entendent parler aussi de violences sexuelles et qu'ils savent que des adultes procèdent de la même façon, se disent nous aussi on va. C'est une des hypothèses qui était mise. Pourquoi des enfants de maternelle en arrivent là? En tout cas, évidemment que la prise de conscience doit être aussi virulente et active que pour des adultes ou des adolescents, et on découvre qu'il n'y a pas de limite à la violence sexuelle. Donc l'Éducation nationale est confrontée à cette réalité. On espère que toute la lumière sera faite, et je ne doute pas que d'autres témoignages vont forcément surgir dans d'autres établissements. J'espère pas trop, mais en général ça commence comme ça. Donc on n'imaginait pas à quel point il pouvait y avoir de violences sexuelles entre enfants. On voit aujourd'hui que c'est un phénomène qui commence aussi à défrayer la chronique. Le nouveau maire de Saint-Denis a donc réitéré sa volonté, M. Bagayoko, de désarmer la police municipale, qui n'a pas tardé à réagir, Maud. Et non, le chef de la police municipale de Saint-Denis a tout simplement décidé de claquer la porte de son commissariat, tout comme un certain nombre d'autres policiers qui refusent de se soumettre aux lubies du nouveau maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko, qui souhaite désarmer la police, parce que vous savez, on en parlait hier, pour les élus de la France Insoumise, la police tue. Ce sont aussi eux qui défilent aux côtés de leurs électeurs, clamant qu'un bon flic est un flic mort. Alors tant qu'à faire, désarmons-les, ça ira plus vite. Comble de l'ironie et hasard du temps, hier soir en Seine-Saint-Denis a éclaté une fusillade à la Kalachnikov. C'était à Sevran. Il y a 4 mois, c'était à Saint-Denis même. La nouvelle police de proximité va avoir du pain sur la planche. 90 agents sur les 140 que compte la ville de Saint-Denis auraient donc déjà formulé une demande de mutation. Et le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, n'a pas hésité à se saisir de cette polémique en proposant à ses agents de renforcer la police municipale niçoise. Oui, lors de sa prise de fonction, de son investiture, Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, c'était avant-hier, en pleine mairie devant le conseil municipal, et le public était là, a annoncé clairement, moi je suis un sportif, je crois l'avoir d'ailleurs évoqué, je suis un sportif, quand je perds, je fais allégeance aux vainqueurs, c'est nous qui avons gagné, c'est donc nous qui sommes maîtres de la situation en cette ville de Saint-Denis, à tous les fonctionnaires municipaux, aux chefs de service, aux directeurs administratifs qui sont pas d'accord, qui ne se soumettraient pas, soit ils s'en vont, soit c'est moi qui les ferai partir. Au moins, il a annoncé la couleur. Il en faut plus de la moitié des agents municipaux, de la police municipale s'en vont. Le paradoxe, c'est que Saint-Denis n'est pas une petite bourgade de campagne française tranquille dans le pays profond, mais une ville qui est confrontée, dans ce département qui est en souffrance, qui est confrontée, on le sait historiquement, au narcotrafic, et c'est curieux qu'un maire qui arrive dans cette situation, au lieu de dire je vais renforcer la sécurité républicaine pour protéger la liberté des citoyens, pour que justement mes électeurs, qui sont des gens peut-être de classe défavorisée, puissent avoir la certitude de vivre tranquillement, il dit non, je vais commencer par désarmer la police. C'est la définition du clientélisme, Perico. Oui, mais là, quand même, ça va loin. L'annoncer aussi frontalement, ostentoirement, sans complexe et sans scrupule, c'est quand même politiquement un discours qui nous est très nouveau. Voilà.
L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été condamné hier à 18 ans de prison. Oui, je disais que la Suisse, le gouvernement helvétique n'y est pour rien, mais c'est de fait, il y a une situation de réfugié sexuel, puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition. Ça ne veut pas dire que le gouvernement et la justice suisse puissent décider ou pas d'extrader Tariq Ramadan. Pour l'instant, il est en Suisse. S'il met les pieds sur un des États européens, il est immédiatement arrêté. Donc 18 ans de prison, évidemment. Les victimes, les familles des victimes et les défenseurs des victimes ont crié, on peut dire la victoire, mais on dit quand même soulagement parce que les témoignages étaient accablants et la justice a été terrible. Coup très dur, évidemment, pour l'islam radical français, pour les frères musulmans. 18 ans, ça veut dire que la culpabilité est reconnue et estimée comme telle par la justice. Alors, il a prétexté qu'il était en mauvaise santé. Il est parti de France au bon moment pour se doutant qu'il risquait gros s'il se présentait au tribunal. Et on va voir maintenant, en tout cas, la condamnation est faite, c'est clair. Tariq Ramadan est toujours en liberté. Il est paraît-il, dans un hôpital, je crois, avec des soins psychiatriques. Et donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, politiquement, le message est là. Il était coupable. Il est reconnu coupable. Est-ce qu'ensuite, les autorités compétentes feraient le nécessaire pour qu'il aille en prison? L'avenir nous le dira assez vite. Un homme qui avait sauvé une femme et ses enfants d'un incendie à Paris a été naturalisé et a donc pu voter pour la première fois au municipal. Oui, un héros. Cet agent d'accueil d'origine sénégalaise avait héroïquement fait passer des enfants et des mères de famille par la fenêtre pour les sauver des flammes en juin dernier au risque de sa vie. Il s'appelle Foussénou Cissé. Comme le ministère de l'Intérieur l'avait annoncé, il a donc pu accéder à la nationalité française. Il est naturalisé français. Alors, il y a eu une cérémonie au Panthéon. Le gouvernement a voulu faire les choses en grand, une cérémonie très belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on panthéonise beaucoup, et là, maintenant, c'est une naturalisation. Elle est totalement légitime, et on se réjouit pour Foussénou Cissé. Alors, est-ce que ça justifiait que l'on ait une cérémonie officielle aussi glorieuse? Pourquoi pas? J'ai pas d'avis, mais est-ce qu'il faudrait la faire à chaque fois qu'on naturalise quelqu'un? Là, pour le coup, on a un héros qui a pris des risques, et évidemment, Foussénou Cissé s'est réjoui, puisque du coup, il a pu voter pour la première fois. Il a exercé ses droits civiques aux élections municipales, et il est très fier et très heureux d'être français. Voilà, c'est un bel exemple de l'intégration, et il mérite la reconnaissance du pays. Ensuite, les formes de reconnaissance, c'est un débat différent. L'Église catholique exulte. Pas facile à dire, hein. L'Église exulte. L'Église exulte. C'est comme les chaussettes de l'archidiocèse. Alors, l'Église exulte, la Sainte Église catholique, parce que le nombre de baptêmes, vous avez mis explose. Ah bah quand même, hein. Je vais vous donner des chiffres, vous allez trouver ça fou. Le mot explosion est volant. Non, je vous assure. Les baptêmes en France il y a un renouveau en pleine croissance. Tout ça parce que vous êtes athée et laïque, c'est insupportable. Je suis baptisé. Je suis un bon chrétien paysan. Ensuite. À quelques jours de Pâques, Perico, l'Église catholique observe un regain, on va dire ça, d'intérêt chez les jeunes en particulier. En 2025, plus de 17 800 adolescents et adultes avaient été baptisés en France à l'occasion de Pâques. Dans le détail, les baptêmes d'adultes ont progressé de 45% en un an, donc c'est pas rien. Ceux des adolescents ont augmenté de 33%. Et cette année, ils seront plus de 21 400 à être baptisés, selon les chiffres révélés par la conférence épiscopale. Et ce sont les 18-25 ans qui sont majoritaires. L'Église revient de loin parce qu'en 2021, il n'y avait que 4 895 catéchumènes. Alors comment expliquer ce phénomène? La conférence des évêques de France a voulu comprendre elle aussi. Alors elle a mené son enquête auprès de 60 diocèses. Et il en ressort que 40% des futurs baptisés se sont mis en chemin vers le baptême à la suite d'une épreuve qui a déclenché chez eux une quête de sens. La maladie, le décès d'un ami, d'un parent sont autant d'épreuves qui amènent aux questions existentielles de la vie, selon la conférence des évêques de France, qui évoque aussi un besoin de combler le vide intérieur parfois. Autre élément intéressant de cette enquête, 11% des personnes sondées affirment avoir demandé le baptême après avoir suivi des influenceurs, parce que oui, les influenceurs cathos, prêtres et laïcs ont investi les réseaux sociaux et ça marche. On leur souhaite donc bonne route vers le baptême. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais là, c'est la France qui en bénéficie. Voilà, on peut croire ou ne pas croire en Dieu. Les valeurs de l'Évangile, quand on lit ce texte, c'est quand même un programme. Non, c'est plutôt rassurant de savoir que les gens cherchent un sens, cherchent à redonner un peu de sens à leur vie, quoi. Oui, et de là, façon plutôt saine. On se doutait pas de ce retour du catholicisme à travers le baptême. C'est un signal de notre époque et on peut ni s'en inquiéter ni s'en offusquer et on peut s'en réjouir tout simplement.
Et puis l'ONG Greenpeace va devoir se séparer d'un quart de ses effectifs d'ici cet été. Alors, on va devoir. Elle annonce qu'elle va se séparer de ses effectifs d'ici cet été. Grosse surprise, oui. Greenpeace, c'est le grand combat écologique. On se souvient, c'était l'affaire Rainbow Warrior, donc une militance très forte. Et là, il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes de financement. Alors, réduction des effectifs, quand même, c'est violent. Il y a 138, donc il va y avoir un quart de départ. Certains militants disaient la dimension financière et économique prenait beaucoup de temps, on parlait beaucoup d'argent. Il y a un petit train de vie quand même pour les certains responsables. Donc voilà, Greenpeace est un petit peu rattrapé par la patrouille. On ne doute pas que les responsables de Greenpeace redonneront à cette institution très importante la vertu et la moralité qui a toujours été la sienne, enfin dont on a pensé qu'elle avait. Et là, on voit qu'il y a une petite faiblesse. Hein. Je vais vous parler juste de Jacques Lang qui est au cinéma. Ah bah oui, Jacques Lang qui nous a fait une petite scène, un petit cacaboudin. Il devait faire la queue pour voir le film. Il a voulu passer devant tout le monde à la queue. Il comprenait pas qu'il était obligé de faire la queue. Il a dit quand même, avec tout ce que j'ai fait pour l'art et la culture française, m'obliger de faire la file avec. Il a pas dit la populace, hein, mais on sentait quand même qu'il était offusqué. Ouais, c'est pitoyable. Je sais pas. Après ce qu'il est arrivé, moi j'aurais fait profil bas, j'aurais fait ma queue comme tout le monde. Oui, terminé, oui, c'est un peu gênant. Allez, on va faire un tour du côté de Mantes-la-Jolie, Creil, Blanc-Ménil, où ont eu lieu, où ont été filmées des scènes assez inquiétantes de maires sortants chassés de leur mairie. On en parle avec Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio et vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Perico Légas, Maud Koffler. Des scènes ahurissantes d'humiliation, d'insultes, de menaces. Vous les avez peut-être vues passer sur les réseaux sociaux en début de semaine à Mantes-la-Jolie, à Creil ou Blanc-Ménil. Les maires sortants battus par des candidats de gauche ont été pris pour cible par des foules d'électeurs adverses. Certains ont dû être exfiltrés par la police. Comment a-t-on pu en arriver là? On en parle avec Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Amaury. Bonjour Maud. Bonjour Amaury Bucco, merci d'être en studio et en direct pour Sud Radio. J'en ai fait mon humeur hier. Moi, j'ai été interpellé. Je suis journaliste, j'ai vu des scènes historiques, dans le monde. Mais là, à l'issue d'un deuxième tour d'élection municipale démocratique en République française, voir ce déchaînement de haine, ces menaces, et je vous le disais en antenne à l'instant, quelques journalistes qui étaient présents ont dit qu'il y aurait eu un dérapage, on pouvait basculer tout de suite dans la tragédie et la catastrophe, et vous me le confirmez, et on s'étonne surtout que, même si c'était pas des militants de la France Insoumise, que, en tout cas, l'encadrement politique n'ait pas dit aux gens qui avaient gagné, ayons le triomphe modeste, ne donnons pas l'image de cette fracture de haine, et pourtant ils se sont lâchés comme jamais. Effectivement, en fait, ce qui était intéressant, c'est que d'abord on a mis plusieurs jours à se rendre compte qu'il y avait eu ces scènes de violence, et à se rendre compte aussi qu'elles avaient eu lieu dans plusieurs endroits différents. Il y a évidemment Roubaix, plusieurs villes de la banlieue parisienne, mais aussi Vaux-en-Velin. Et alors moi j'ai pu m'entretenir par exemple avec le maire de Creil, enfin l'ancien maire de Creil, Jean-Claude Villemain, et effectivement ce qui s'est passé là-bas, qui m'a été confirmé par des sources policières et par la préfecture, ce qui s'est passé c'est que donc après l'annonce des résultats, une des personnes de l'équipe sortante a voulu regagner sa voiture, est quand même sortie par une porte dérobée de l'hôtel de ville, et en fait a été vue dans la rue et a été poursuivie sur plusieurs mètres, et on a cru qu'elle allait se faire lyncher. En conséquence, il y avait en plus un attroupement de personnes très importantes devant l'hôtel de ville, donc la préfecture craignait des débordements, à la fois contre les personnes, mais même contre le bâtiment en lui-même. Et donc en conséquence, des effectifs de la BAC, notamment venus en renfort de Compiègne, puisqu'on est à Creil, sont venus, département de l'Oise. Voilà, sont venus exfiltrer effectivement l'équipe sortante, sachant que la maire sortante socialiste était déjà sous protection d'un agent de sécurité, parce que la campagne, m'a dit-elle, avait été assez violente. Tout à fait. Et donc ils ont dû les exfiltrer, les mettre dans une voiture de police, les conduire au commissariat, puis venir rechercher leur véhicule, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient plus venir rechercher leur véhicule. Enfin, du moins, ils avaient vraiment peur que ça déborde. Alors après, moi j'ai eu, par ailleurs, parce que je fais mon travail un peu de recoupage, j'ai eu quelqu'un qui a assisté à cette scène. Il m'a dit non, mais c'était des scènes de joie, il n'y avait pas de violence. Mais enfin, en tous les cas, la police vraiment a redouté, et la préfecture, à ce que ça parte en cacahuète. Scène de joie, qu'est-ce que ce serait si ça avait été des scènes de violence? Alors, vous l'avez dit, le grand paradoxe, insolite, ce ne sont pas des élus dits d'extrême droite qui ont été vaincus. Et qui aurait mené une politique, j'allais dire, totalement totalitaire et xénophobe dans ces communes. C'était des socialistes, et plutôt des socialistes de la tendance gauche du Parti socialiste. Et là, on revoit, alors pour les plus jeunes, la
haine qu'il pouvait y avoir dans les factions de gauche dans les années 30, et notamment en Allemagne, la haine des communistes contre le SPD qui a facilité l'arrivée des nazis au pouvoir. Et là, on voyait ce déchaînement contre des élus socialistes avec des mots d'une violence. C'était donc un combat à l'intérieur de la gauche. C'était pas. Alors, il y a eu un cas de maire de droite, évidemment, qui a été menacé, mais qu'il y ait cette haine proférée avec les mots qu'on les a entendus. Tu vas payer. On avait l'impression d'une revanche politique, comme s'il y avait une vengeance qui était en train de s'exercer. Pour moi, ça dépasse complètement le cadre politique. Je ne crois même pas que les personnes qui ont proféré ces menaces ou ces mots très violents savaient que c'était des socialistes, quoi. Non, ou le faisaient pour des motifs purement d'appareil politique. Je crois qu'il y avait une volonté d'humilier et de conquérir physiquement les mairies. D'ailleurs, par exemple, le maire de Mantes-la-Jolie, qui a pu témoigner d'ailleurs sur plusieurs radios, raconte qu'il y avait des personnes qui tentaient de s'introduire dans plusieurs endroits de la mairie, comme si vraiment ils voulaient s'approprier les lieux. Ou la maire d'Aubervilliers, qui me racontait, pareil, qu'il y a eu des scènes, c'était assez violent pour elle, qui me dit que la famille de la tête de liste qui a gagné les élections est rentrée dans la mairie comme si c'était chez elle. Vous voyez, il y avait une dimension de conquête physique. Et à Creil, il y a quelqu'un qui a cité à ça, qui m'a dit oui, c'était une révolte populaire. Vous voyez, il y a cette dimension pour moi presque révolutionnaire, alors qui trouve et violente, qui trouve sa source dans plusieurs choses. D'abord, je dirais qu'il y a une forme de décivilisation, mais qu'on retrouve globalement dans la société avec la violence, les rixes, ou même la façon dont aujourd'hui, quand il y a une victoire au football, ça peut dégénérer en violence. C'est-à-dire que pour célébrer quelque chose, on se met à être violent, à éclater. Il n'y a plus aucun surmoi. La deuxième chose, c'est que je crois aussi, effectivement, là ça ne renvoie à LFI, mais il y a une stratégie de conflictualisation de la vie politique. Ça a été théorisé par Jean-Luc Mélenchon, et effectivement, plusieurs de ces violences ont eu lieu parce que des candidats soutenus par LFI ou LFI ont gagné ces mairies. Et puis, il y a vraiment quelque chose d'encore plus fort. Pour moi, il y a d'une part une revanche sociale, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était une classe bourgeoise qui perdait dans ces mairies-là contre une espèce de nouvelle caste, de nouveau prolétariat, et même une dimension identitaire, presque ethnique, j'ai envie de dire, puisque c'était aussi souvent des maires blancs qui se retrouvaient défaits par des candidats issus de l'immigration extra-européenne, comme on dit, donc issus de l'immigration. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la stratégie, là encore, de la France Insoumise, qui est finalement de communautariser. Et c'est ce qu'avait dit Rima Hassan, la fin du porte-parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cadres, entre guillemets, blancs à la tête de ces partis ou pour tenir les mairies, autant que ce soit les personnes elles-mêmes de ces quartiers populaires qui puissent être représentées. Et je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, ce qu'a dit le maire de la France Insoumise, le nouveau maire de Saint-Denis. Il s'est exprimé récemment, voilà, et il a eu un discours hyper identitaire, mais pas identitaire de droite en disant Saint-Denis c'est la France, en disant c'est une forme de nouvelle France, et les gens, tout le monde est bienvenu à Saint-Denis, mais il faut s'assimiler d'une certaine manière à l'identité de Saint-Denis, qui est en fait ces vagues d'immigration successives. Et son adjointe qui a pris la parole après lui, qui est allée dans ce sens en disant c'est un peu une revanche. Alors puisqu'on fait souvent des références historiques dans ce genre de situation, et plutôt le fameux point Godwin à la référence de la Deuxième Guerre mondiale, là j'avais l'impression de voir les scènes de 1789-1793, les sans-culottes, j'allais dire des hordes populaires, bien sûr, c'était ça la révolution, totalement fanatisés, qui venaient prendre possession, c'est-à-dire qu'on avait dégagé la monarchie, on s'emparait des palais, on rentre dans les Tuileries. La revanche, à l'époque, on mettait la tête au bout d'une pique, et là, quelque part, il y avait des têtes au bout d'une pique, c'était verbal. Symboliquement. Mais on sentait bien, c'était la tête au bout du pic, et on se dit, mais si ça va plus loin, s'il y a une évolution électorale qui va plus loin en ce sens, à quoi n'assistera-t-on pas ? Que ne deviendront pas, surtout quand on a l'encadrement de la France Insoumise qui n'a pas un seul moment condamné ou dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, au contraire qui disait il faut les comprendre. Le maire de Roubaix, Guiraud, hier était en direct sur LCI, il a dit j'ai pas envie de commenter, je sais seulement qu'il y avait une attente et vous voulez invisibiliser la victoire de la France Insoumise en mettant l'accent sur ces scènes de violence et de haine qu'il y a eu à la fin du deuxième tour. Alors vous êtes assez pessimiste en disant est-ce que ça va pas se généraliser en France ? Bon, effectivement sur les slogans, notamment la maire d'Aubervilliers dont je vous parlais, le lendemain, elle sortait de chez elle pour aller chercher ses enfants à l'école. Elle me raconte que des gens lui ont dit dans la rue qu'elle a croisé par hasard, on est chez nous. Donc il y a vraiment effectivement cette dimension d'appropriation du territoire. Mais moi je crois que cette fragmentation, cette communautarisation, ce communautarisme
avait déjà été engagé souvent d'ailleurs par les mairies socialistes, c'est le cas d'ailleurs à Creil, et que finalement on est juste dans la prolongation, c'est-à-dire qu'on va vers une fracture du territoire qui est déjà très engagée et qu'elle va se confirmer par la suite, et effectivement les gens vont se regrouper par ressemblance ou par aspiration ethnique ou religieuse, et que ça ne va pas changer grand-chose. La question que je me pose, c'est plus ces nouvelles municipalités. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est-à-dire que par exemple on a vu la vague écolo en 2020, que finalement, à l'approche de ces nouvelles élections municipales, certains maires écologistes revenaient un peu sur leur position sécuritaire et décidaient de dire non, il faut peut-être quand même armer la police. Enfin, ils voyaient bien que la population avait une demande là-dessus, et donc ils étaient revenus sur leur position. Là, est-ce que ça va être la même chose ? Moi, ce que je redoute un peu, c'est mon côté un peu police-justice, mais j'ai des sources policières à Creil comme à Saint-Denis qui me disent que dans l'hôtel de ville, autour des nouveaux maires, il y avait des personnes très connues de la police, notamment pour le trafic de stupéfiants. Alors ça ne veut pas dire que ces maires sont complices. Ça a été une des accusations pendant la campagne. Mais disons que ça veut dire, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont soutenus par une catégorie de la population. La question qui va se poser, c'est est-ce que ces maires sauront dire non ? C'est d'ailleurs ce que m'a dit l'ancien maire de Creil, Jean-Claude Villemain. C'est un maire, il doit savoir dire non. Et si quelqu'un vous dit, c'est un peu le syndrome, vous savez, des joueurs de foot qui réussissent. Si quelqu'un vous dit non, mais on vient du même quartier, tu me connais, machin, tu peux pas me refuser ça, etc., et que vous voulez en fait dire oui à tout le monde parce que vous avez été élu par une communauté de personnes à qui vous devez quelque chose, ça va être très compliqué de vraiment gérer une ville dans l'intérêt républicain de la ville. Et surtout, précisons, on a vu les scores électoraux de la France Insoumise, il y a eu quelques cas spectaculaires, Roubaix, Saint-Denis et d'autres villes qui ont été conquises. On est sur un recul. Alors, ce n'est qu'une élection municipale, c'est pas représentatif d'un scrutin national. On est sur un recul du score. On est entre 8, 9 selon les endroits. Au premier tour, c'était 3,87. Alors, il y a une partie du territoire qui n'a pas voté, il n'y avait pas de candidat. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas un raz-de-marée électoral. C'est des endroits où il y a une souffrance, une fracture sociale très forte, où effectivement, ils ont marqué des points. Mais si c'est le message qu'ils envoient, je peux vous dire que dans la France, pour utiliser une expression consacrée, que dans la France profonde, dans la chaumière, tout le monde a vu ces scènes, y compris des gens qui ne sont pas politisés, qui n'avaient rien de particulièrement hostile à la France Insoumise. Je peux vous dire qu'il y a une prise de conscience terrible sur la dangerosité de cette évolution politique. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on dit ça depuis des années ? Moi, j'ai l'impression... Oui, mais là, ils l'ont vu. Non, mais là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais Jean-Luc Mélenchon... Dans une mairie. D'accord. Non, mais quelqu'un d'agressif, je veux dire, on voit souvent des scènes de violence. C'était de la théorie. On a eu les émeutes en 2023, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas l'impression, moi... C'était pas à l'issue d'une soirée électorale où en plus ils ont gagné. Souvent c'est le perdant qui casse tout, qui est furieux. Là ils ont gagné de façon triomphale et tout de suite ils vous font savoir on est chez nous, voilà ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont envoyé un très très mauvais message à l'opinion française et au peuple français. En tous les cas, je pense que la France Insoumise se dit que sa stratégie de la nouvelle France, c'est-à-dire d'aller plutôt chercher une démographie. Voilà, démographiquement, d'aller plutôt chercher des personnes issues de l'immigration extra-européenne et de se dire que finalement c'est là qu'ils vont aller faire voter des quartiers qui ne votaient pas. Je pense qu'ils se disent que ça a marché, même si les résultats ne sont pas forcément spectaculaires. Amaury Bucco, quand on parle de Nouvelle-France, ça veut donc bien dire qu'on veut remplacer l'ancienne. Si on prend le sens des mots, voilà, et ben on en discutera. On en discutera tranquillement. Je pense qu'il y a encore de la ressource dans ce pays pour préserver ce qu'on appelle l'ancienne France, qui est tout simplement la continuité de la démocratie et de la République française, qu'en a vu d'autres et qui a su réagir avec l'efficacité et l'énergie qu'on lui connaît. Vive la République. D'accord. N'oubliez pas peut-être de parler de votre invité qui arrive dans 10 minutes. On va parler, Pierre Botton, auteur de Sur le chemin de la foi. On connaît Pierre Botton, personnage très conversé, qui a fait de la prison et qui, par ce livre, révèle que c'est par le chemin de la foi qu'il a retrouvé une forme de rédemption avec le juge Couron. Il fallait nous raconter. C'est un ouvrage passionnant et ce témoignage est très, très, très émouvant. À tout de suite sur Sud Radio. Vous appellerez Emmanuel Galasso parce que vous avez foi en Emmanuel Galasso. Il prendra vos appels et nous les transmettrons à l'auteur pour éclaircir ce phénomène religieux. Il y a plus de baptêmes, n'est-ce pas ? Il y a plus de baptêmes. Oui, tout à fait. Pierre Botton dit que c'est grâce à la foi que j'ai pu retrouver le chemin de la sérénité. À tout de suite sur Sud. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 26 mars 2026 et est-ce que je dois dire le bonheur, en tout cas l'intérêt de recevoir, permettez-moi de dire, un personnage controversé. Ouais. Vous avez écrit quelques pages sulfureuses de l'histoire politique française il y a quelques années. Aujourd'hui, comme on dirait, vous êtes rangé des voitures, mais vous avez voulu Pierre Botton, donc je parle de Pierre Botton, le célèbre Pierre Botton. Vous avez fait des bêtises, mais vous en avez bavé.
et vous avez payé votre dette. Ça, je pense que même les gens qui vous aiment pas le reconnaissent. Vous avez fait surtout, Pierre Botton, donc vous êtes le gendre de Michel Noir. Enfin, vous avez été le gendre de Michel Noir. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un entrepreneur. Et puis, à un moment donné, il y a eu confusion entre vos affaires, la légalité, la classe politique. Vous en êtes expliqué plusieurs fois. Vous avez reconnu vos fautes, et je vous dis, vous les avez payées. Et en plus, vous avez lancé une grande initiative, je ne peux pas dire si elle est humanitaire ni une bonne œuvre, pour les prisonniers, pour le monde des prisons, qui est une véritable tragédie en France. Et vous vous êtes engagé en créant des associations. Et pour autant, vous avez été confronté au terrible juge Courroy. On aura d'ailleurs à un moment donné un de vos témoignages sur le juge Courroy. On sait que ça faisait peur de passer dans les mains de cet homme, et vous dites que ça a été pourtant un moment important pour vous. Et aujourd'hui, vous franchissez un nouvel échelon, vous passez alors vraiment du séculier que vous avez connu, du temporel au spirituel, et vous écrivez sur le chemin de ma foi, chez Fayard, où vous témoignez de vos convictions, de votre... Alors, on peut dire c'est un chemin de Damas que vous avez fait. Vous l'avez commencé en prison, vous l'avez vu. Et vous dites, c'est dans le christianisme, ce sont dans les valeurs de l'évangile, et c'est dans ma foi de catholique et de chrétien que je trouve cette forme de rédemption et que j'entame une nouvelle vie. C'est pas que vous demandiez pardon, c'est une confession quand même. C'est pas que vous demandez pardon, mais vous dites sincèrement, c'est en la foi de Dieu que je peux aujourd'hui me redresser et continuer à vivre avec dignité malgré tous les tourments que j'ai subis. Pourquoi avoir eu besoin, Pierre Botton, vos dossiers sont classés, pourquoi apporter cette précision très personnelle, et je commence par vous demander, est-ce que vraiment, vous êtes de culture chrétienne et d'éducation chrétienne, est-ce que vraiment il y a eu une révélation? On est en 2026, à l'époque du rationalisme. Je citerai quelques phrases que vous dites, l'accident du 27 novembre 2024. Est-ce que vraiment c'est dans la redécouverte de l'Église catholique et du christianisme que vous entamez cette nouvelle vie? Alors c'est le prolongement d'une vie, hein. C'est un chemin de vie, c'est un chemin, mais... mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, pas du tout, mais si vous voulez, la volonté d'écrire ce livre qui est très, très personnel et qui est difficile, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, c'est parce qu'en fait, la foi m'a aidé, j'ai même peut dire m'a sauvé. En fait, il y a deux choses. C'est un livre très très compliqué. Hein. C'est quand je dis compliqué, il n'est pas du tout compliqué à lire. Il a été compliqué à écrire. Et dans une nouvelle fois, si vous voulez, je m'expose sur quelque chose de très personnel et qui aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, nous les catholiques, on n'est pas habitués à dire ce que nous apporte la foi, ce qui est important, la colonne vertébrale que ça nous donne, et peut-être parce qu'on n'a pas assez défendu notre foi catholique, eh bien, il y a d'autres religions, sans les juger, il y a d'autres religions qui ont pris le pas ou qui vous voyez, il y a eu deux moments dans ma vie. Il y a eu le moment de ma deuxième incarcération, où là, je me suis aperçu de ce qui se passait. C'est-à-dire, comme le dit très justement Nicolas Sarkozy, quand on est incarcéré, c'est un moment de solitude dans lequel vous vous trouvez seul avec vous-même. Et c'est un moment de fragilité. Et Nicolas dit que quand il est rentré dans sa cellule, il a éprouvé le besoin de se mettre à genoux devant Dieu. C'est un moment extrêmement violent. Rappelons que la prison, et en particulier la prison française, toutes les prisons, c'est bien sûr. Pour des gens surtout comme vous qui avez vécu dans une certaine aisance. Très honnêtement, Federico, c'est violent pour tout le monde. C'est violent. Oui, bien sûr. Mais bon. Et d'ailleurs, je suis content parce que Nicolas le reconnaît. Mais donc c'est un moment. Et dans ce moment-là, attention. Parce que vous avez deux solutions. Soit vous avez des gens qui vous aident dans la religion et qui vous aident dans une religion, je dirais, pacifique, quelque chose qui va vous aider. Soit vous avez des gens qui vont vous aider dans une religion qui va vous amener à la haine de l'autre, à cautionner vos actes, à dire, de toute façon, c'est pas grave, voilà, et à poursuivre là-dedans. Et là, moi, c'est ce que j'ai vu en prison. Et si j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre, c'est deux choses. C'est d'abord parce que la religion aujourd'hui est très importante pour moi, elle m'aide, j'ai vraiment le sentiment de faire un chemin, d'essayer de m'améliorer grâce à Dieu, seul vis-à-vis de Dieu, vous voyez. Vous dites pardon par rapport à des affaires judiciaires. Non, Perico.
Je vous dis franchement, non, j'ai payé mes dettes vis-à-vis de la société. Vous n'êtes pas dans l'expiation? Non, pas du tout. Mais en plus, très honnêtement, dans le bouquin, vous le dites pas. Hein. C'est moi qui vous demande. Non, pas du tout. Non, mais je vous réponds. En plus, si vous voulez, je suis pas persuadé que. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour vous dire, je suis pas en train de m'excuser de ce que j'ai pu faire ou ce pourquoi j'ai été. Vous avez pris un risque en écrivant ce livre, parce qu'on peut vous soupçonner. Bien sûr. C'est facile maintenant. Bien sûr. On se réfugie dans la religion en disant je ne savais pas, maintenant je suis devenu vraiment ce qu'on appelle la conversion le dernier chapitre s'appelle Pêcheur. C'est-à-dire que je dis que je suis encore pêcheur. Tout à fait. Et je dis bien c'est un chemin, je ne suis pas à la fin du chemin. Mais en revanche, vous voyez, Perico, la seule personne à qui je dois des comptes, c'est Dieu, qui voit mes efforts pour m'améliorer et tout. Le reste, je n'ai pas écrit ce livre pour ça. J'ai écrit ce livre pour des gens qui souffrent, peut-être des gens qui ont vécu les mêmes choses que moi, pour des gens également qui ont réussi. Parce que moi, j'avais tout. À 34 ans, j'avais tout. J'avais 3 avions, j'avais des hôtels particuliers, des hélicoptères, tout ça, j'avais tout. Et je me suis perdu. Je n'ai pas partagé. Et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti. Donc, si vous voulez, j'écris ce livre pour envoyer un message fort. Premièrement, la religion est peut-être une issue à la délinquance, à sortir de la délinquance. Et la deuxième chose, croyez, cela va vous aider, quelle que soit votre souffrance. Et c'est juste ça que je veux envoyer. Et vous voyez, je commence à avoir des retours des lecteurs, et c'est fantastique, parce que je recommence à avoir des lettres qui me disent « Votre livre m'a fait du bien, et donc j'ai eu raison d'écrire ce livre. » Elle n'est pas que l'opium du peuple, la religion. Pour vous, elle est un instrument d'espoir. Alors, est-ce que vous avez, je vais commencer à vous malmener. Bien sûr. Est-ce que vous avez toujours cru en Dieu quand vous faisiez des bêtises? Pourtant, vous êtes de culture d'éducation chrétienne, vous le dites bien, vous clairement. Vous le découvrez. Alors, est-ce que si vous n'étiez pas passé par toutes ces épreuves, ces accidents de la vie, et avec des tourments, je le dis fraîchement, vous avez fait des conneries, putain, vous l'avez payé en prison, et vous l'avez peut-être mérité. D'ailleurs, vous ne contestez pas la justice. Est-ce que c'est pas facile de se raccrocher à Dieu après? C'est pas interdit. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vous diraient ouais? Non, mais je le dis dans le livre. Dans le livre, je dis bien que je sais que je prends un risque à écrire ce livre-là. Et je prends un risque, mais vous savez, ma vie est faite de risques. Mais vous n'étiez pas obligé non plus. Non, bien sûr. Ma vie est faite de risques, ma vie est faite d'échecs, ma vie est faite de succès, ma vie est faite de démonstrations. J'ai toujours pensé qu'il fallait dire. Et je crois qu'entre le choix, entre me cacher et ne pas partager cette expérience incroyable que je vis aujourd'hui, qui me relève de moments difficiles, et je parle pas du tout de la prison, puisque j'ai perdu une fille, ça me relève de la chose la plus dure qui puisse arriver à un parent. Et aujourd'hui, j'ai des certitudes, Perico. J'ai pas des doutes, j'ai des certitudes. J'ai la certitude qu'elle est heureuse à côté du Seigneur, et j'ai la certitude d'aller la retrouver. Et je veux envoyer ce message, je veux dire aux gens qui souffrent aujourd'hui, qui perdent des enfants et tout ça, je le dis, aujourd'hui elle est tout le temps avec moi, et un jour une dame m'a dit ce qui doit être dur c'est l'absence, et je lui dis surtout pas, puisqu'aujourd'hui elle est tout le temps avec moi, et je veux partager ça parce que je sais l'état dans lequel j'étais au moment où elle est partie, et je sais comment le Seigneur et comment quelqu'un m'a porté, m'a aidé, et vous voyez, vous avez en face de vous non pas quelqu'un d'abattu, vous avez quelqu'un plein d'espérance. C'est la parfaite définition de la foi, Pierre Botton, que vous venez de faire, et pourtant c'est invérifiable. Je vous crois sur parole. Je ne vais pas révéler ici ma confession, c'est pas le rôle. Je suis assez impressionné par votre. Alors vous parlez de certitude, par votre conviction. Je ne doute pas de votre sincérité. J'ai lu ce livre, je l'ai relu parce que vous pourriez évidemment user de ce stratagème pour vous refaire. Non, Perico, pourquoi faire? Vous refaire une virginité parce que. Non, mais j'ai pas besoin. J'ai 70 ans, j'ai pas besoin de cette virginité. C'est pour ça. Mais je vous le dis quand même parce que il y en a qui nous écoutent, qui peuvent le penser. Mais Perico, je veux tout couvrir comme possibilité. Bien sûr, mais Perico, il faut savoir une chose. C'est pas facile de vous recevoir. Okay. Je vous dis, je vous reçois mon cœur parce que votre sujet est formidable. Je le vois. J'ai 70 ans. Franchement, j'assume tout ce que je fais, et ainsi de suite. Ce livre est un livre, je sais qu'il est touchy. Je sais qu'il est touchy parce que je parle également de la radicalisation islamiste. C'est un sujet qui, je pense, menace notre religion, et pas du fait de la radicalisation islamiste, mais parce que nous, les catholiques, nous n'affirmons pas assez notre foi. Et comme j'ai toujours, si vous voulez, j'ai la possibilité d'aider, je veux dire, moi, ce que la religion m'a apporté, d'autant plus que j'avais une âme très noire. Alors, je vous dis pas qu'elle est aujourd'hui blanche. Je vous dis j'avais une âme très noire, et je veux dire comment elle m'a aidé. Nous venons d'annoncer qu'il y a une explosion des baptêmes.
Oui, j'ai vu. Donc, et vous avez suite à des deuils aussi, vous avez vu ça? Ouais. Je reçois Pierre Botton, auteur de Sur le chemin de ma foi chez Fayard. Alors, pour des résumés, je dis c'est une confession. C'est pas qu'une confession, c'est un témoignage. Oui. C'est un témoignage, c'est même une proclamation. J'allais dire une bonne nouvelle. On va discuter lui et moi sur le fond de cette révélation, et puis ensuite le contexte dans lequel ça a écrit. Vous avez vu, ça a commencé très fort avec Pierre Botton. Hein, on se parle sans langue de bois, c'est direct. On se connaît pas du tout. Non. Si c'est notre réputation, on s'est peut-être croisé une fois. Voilà, et on n'a aucune sympathie particulière l'un pour l'autre. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai été interpellé par cet ouvrage. Et puis Pierre Botton, c'est quand même un personnage, j'allais dire truculent. Si, vous êtes quelqu'un de très particulier. Vous nous appelez au 0826 300 300. Alors Pierre Botton, il est lyonnais. On a des auditeurs à Lyon, bien sûr. Et je suis sûr que vous avez un état d'âme, un avis, une opinion sur ce témoignage de Pierre Botton sur la foi. Est-ce quand on a fait des bêtises, quand on est en prison? Est-ce que l'Église catholique, est-ce que la Providence, est-ce que le christianisme, voilà, dans une époque où on se souvient de la phrase de Malraux, le 21e siècle sera spirituel, où il sera pas là. Eh bien, Pierre Botton, il est dans la logique de Malraux. Il a voulu rejoindre la spiritualité. Vous nous appelez, on attend votre appel. Emmanuel Gallas vous prendra votre appel et Pierre Botton n'hésitera pas, avec la foi qui est la sienne, à vous répondre en toute sincérité. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h20, je reçois Pierre Botton, qui vient témoigner ici, après un destin tourmenté, bousculé, actif, riche en événements. Pierre Botton, vous avez connu l'opulence, la richesse, et puis ensuite le déshonneur, la prison, et aujourd'hui, vous, à travers Sur le chemin de la foi, vous venez, alors je le dis, j'assume en toute humilité, raconter ce qui vous est arrivé, et vous avez besoin, alors que vous pourriez dire je tourne la page, je rentre chez moi. Non, vous voulez affirmer que c'est votre foi, votre redécouverte de la foi. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que, je disais de chemin de Damas, quand Paul de Sarthe, après avoir tenu les manteaux de ceux qui ont lapidé Saint-Étienne à Jérusalem, devient le patron et le fondateur de l'Église catholique? D'ailleurs, on reproche un petit peu au fait qu'il est il s'est un peu éloigné de l'Évangile. On reviendrait pour en parler, là vous dites, c'est ma foi dans le Seigneur qui fait que je retrouve une raison d'être. Ma vie continue. C'est pas vraiment un tournant, mais j'ai une nouvelle raison d'être. On peut vraiment aujourd'hui, au XXIe siècle, après avoir touché le matérialisme comme vous l'avez touché, vous êtes un rationaliste, vous connaissez trop la vie et les réalités de la vie pour vous faire des illusions, vous pensez vraiment qu'il y a quelque part dans cet univers une puissance divine à l'origine de la création et qui continue à gérer notre quotidien. Je fais allusion à ce 27 novembre à la Porte-Maillot, accident de scooter, et vous dites, ça m'est envoyé par Dieu comme un test, une épreuve à laquelle je réponds quelque part presque avec amour, parce que je suis content de pouvoir prouver que je crois en lui. C'est surréaliste aujourd'hui comme discours. Non, oui, mais enfin, si vous voulez, en fait, je répète, je veux témoigner parce que, alors, les gens vont être sans doute surpris, ça n'a rien à voir avec mon parcours de vie. Si ce n'est que je dis qu'une colonne vertébrale, et la foi est une colonne vertébrale, permet de faire vivre sa vie différemment. Le partage, par exemple, est quelque chose de très important. Arriver à partager. Et c'est un peu ce que j'essaye. Mais vous avez toujours partagé. Oui, mais... Même quand vous étiez dans l'opulence. Non, bien sûr, mais pas... Mais j'ai beaucoup... C'est votre tempérament. Non, oui, je suis généreux, mais parfois c'était... Vous voyez, là, ici, entre parenthèses, je suis assez fier de faire ce livre, parce que je sais que je me mets en danger. D'ailleurs, vous avez posé les... Fayard l'a accepté, c'est déjà un signe. Attendez, oui, bien sûr. Vous avez posé les bonnes questions. Est-ce qu'on peut vous croire? Vous avez posé les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous refaire une virginité? Voilà, mais vous posez les bonnes questions. Je savais qu'on allait me poser ces questions-là. Donc j'aurais très bien... Je devais vous la poser. Bien sûr, mais c'est pas grave. Je sais très bien qu'en écrivant... Mais pour moi, il est beaucoup plus important d'exposer mes certitudes, d'exposer ce que la foi m'a aidé, de dire aux gens, essayez une fois, allez dans une église, lisez un peu. Moi, c'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé, qui m'a été envoyé en prison et que j'ai lu, qui tout doucement m'a amené à cela. Et puis, il y a une autre chose, Perico, c'est que quand j'étais en prison,
je n'osais pas sortir en cours de promenade avec mes livres. Vous le racontez, Oui, vous oui, étiez obligé de cacher votre foi. Aujourd'hui, vous dites, je veux la montrer. Non, vous étiez obligé de cacher votre foi. Non, je n'avais pas le courage de la montrer. C'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il y avait un risque. Je pensais qu'il y avait... Vous auriez montré dans votre cellule avec vos co-détenus... Oui. Dont beaucoup de musulmans que vous aviez cette foi chrétienne, il dit j'aurais peut-être risqué des problèmes. Mais justement, je me rappelle encore aujourd'hui, c'est un peu pour ça, si vous voulez, que j'ai une dette envers le Seigneur. Et je me rappelle que eux, ils n'avaient pas de problème à échanger leurs livres en cours de promenade et à parler de religion en cours de promenade. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et je me suis senti, après le recul, d'abord, je me suis senti un peu lâche. Et c'est pour ça que j'ai la volonté aujourd'hui de dire nous devons affirmer notre religion, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de mal. Voilà, il n'y a pas de mal à être musulman, il n'y a pas de mal à être catholique, il n'y a pas de mal à être juif. Voilà. Pierre Botton, je voudrais vous expliquer. Alors, je ne vous confesse pas, je ne suis pas juge d'instruction. Je voudrais que vous nous expliquiez avec vos mots et les déductions que vous en faites aujourd'hui, surtout après ce livre, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vais employer un terme un peu... comment dire, un peu trivial, j'ai fondu l'armoire à fusibles. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup travaillé, je pense que j'ai gagné beaucoup d'argent. Les gens qui vous connaissent le reconnaissent. Et beaucoup d'argent, et à un moment, l'argent c'est une éducation. Voilà. Vous voyez, pour faire la comparaison avec la foi, j'ai quelqu'un qui me tient la main. J'ai quelqu'un qui me guide, j'ai quelqu'un à qui je peux poser des questions, j'ai quelqu'un qui me répond, j'ai vraiment quelqu'un qui m'aide. Très important, et encore aujourd'hui. Et dans l'argent, je ne l'avais pas. J'avais pas. Moi, ça déconnecte des réalités. On le sait, c'est bateau ce que je raconte. Voilà. Non, ça, il y a des gens qui sont hors sol à un moment donné avec un tel niveau de fortune. Vous venez très vite hors sol. Je prends des choses très simples. Pour vous dire, hein, c'est des exemples. Tout ça, c'est vraiment des choses que je me reproche. C'est pas les affaires du Cher, mais c'est un comportement. Je ne supportais pas quand j'arrivais avec mon avion privé sur un aéroport que les pales de l'hélicoptère ne tournent pas pour que je sorte et je rentre tout de suite dans l'hélicoptère et pour décoller. S'il est pas. Oui, c'est vrai. Oui. Donc vous perdez. Et puis plein de choses, vous voyez. Et puis plus qu'emmerdeur. Très exigeant. Non, mais c'est même c'est capricieux, c'est ridicule. Du coup, vous en étiez odieux ou non pour Oui, je crois. Oui. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote il y a cet été, je suis allé à Saint-Tropez, j'avais plus de ronds, je savais pas où loger, et je suis allé voir un monsieur chez qui j'avais acheté mes bateaux, qui s'appelle Suncap d'ailleurs, qui s'appelle Eric Douat. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que tu peux me prêter un truc? Il m'a dit, écoute, je vais te faire dormir sur un bateau, mais je veux te dire avant quelque chose, t'étais vraiment un sale con, mais maintenant je trouve que t'es un mec bien. Pourtant, vous savez bien, Pierre Botton, vous les avez côtoyés, il y a des grandes fortunes, il y a des grands patrons qui ont eu un train de vie peut-être pas modeste, mais je pense à Édouard Michelin, le grand Édouard Michelin, voilà. Il prenait le métro pour aller à Oui, mais c'est une éducation. Je me suis trouvé à côté de lui dans un restaurant, il avait pris le menu à 35 francs, voilà, il avait payé avec son petit... C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote avec monsieur Michelin. Quand vous rentriez dans son bureau, il laissait traîner un trombone par terre. Et si vous le ramassiez, alors à ce moment-là, il vous écoutait. Si vous le laissiez par terre, il le prenait pas. Le test. Mais je vous répète, monsieur, c'est une éducation, là, c'est de famille en famille en famille. Moi, je n'ai pas ça, j'ai commencé à la plonge. Donc, voyez. Vous êtes de famille bourgeoise quand même? Oui, mais j'ai quitté. Avec des valeurs chrétiennes dans votre éducation. Bien sûr. Votre maman, votre papa, tout ça. Maman. Oui. Ma mère a basculé lorsque j'ai eu un très grave accident en 71. Pas d'enfance malheureuse, voilà. Non, pas du tout. Non, vous auriez un prétexte d'une revanche sociale. Non, la revanche sociale, non, mais j'avais un père très difficile qui buvait. Enfin bon, peu importe, c'est compliqué. Mais si vous voulez, voilà, en aisance, pas. Mais j'ai quitté chez moi et j'ai été ensuite chez Paul Bocuse, voilà, qui était mon parrain et qui m'a tout appris. Paul, c'est mon premier vol en Concorde, c'est mon premier vol en hélicoptère, c'est lui qui m'amène chez Eddie Barclay, c'est lui qui m'apprend à donner le pourboire dans un hôtel, enfin voilà. Il y a très longtemps, je ne pensais jamais vous connaître ni vous recevoir, et on parle de vous, et il me dit, c'est pas qui tu crois. C'est tout. C'est pas qui tu... Il a fait des conneries, madame, hein, mais voilà. Il me dit, tu sais, si je l'aime bien, c'est que c'est un type bien. On en est resté là, et aujourd'hui, je suis en train de développer cette idée avec vous. Et vous devenez le genre d'un homme politique important, Michel Noir, qui était un des jeunes espoirs. Qui était mon meilleur ami, hein. Qui est, en plus, voilà, un dignitaire du RPR. On a pensé qu'il aurait puis de Premier ministre, proche de Chirac, qui fait partie, on a parlé à votre arrivée en antenne, je me souviens,
les plus jeunes s'en souviennent pas. Les rénovateurs, pas les réformateurs. Il y avait toute la bande. Il y avait François Bayrou, il y avait Léotard, il y avait Michel Noir, il y avait Carignon qui a essayé certains, voilà. Et puis bon, finalement, la vieille garde, Pasqua et Séguin et Chirac, hop, disperse tout ça. Séguin surtout. Séguin qui en faisait un peu partie au départ. Oui, il en faisait partie, mais ensuite il décide que finalement ça va pas dans le sens qu'il voulait, et c'est lui qui vous torpille. Qui va retourner chez Pasqua. Donc vous côtoyez la politique. C'est sans doute la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Bon, votre beau-père en paye un peu les conséquences, même si de son côté, et tout ça se finit en prison, puis vraiment en prison, quoi, à travers le. Vous considérez aujourd'hui que vous avez payé votre faute? Oui. Oui, bien sûr. Oui. La justice vous a pas épargné. Non, on m'a pas fait de cadeau. C'est une faute que... Alors, est-ce que ce christianisme fait que vous l'expirez tout le temps, ou à un moment donné, il y a la charité, la compassion, la miséricorde fait qu'à un moment donné, on peut aussi tourner la page dans la foi chrétienne? Moi, vous voyez, je ne gère pas ma foi comme ça, Pierre. Ma foi, c'est d'abord, en fait, cette certitude que j'ai, elle date de 3 ans, hein, donc c'est 4 ans, hein, c'est très peu. Donc voilà. Donc c'est une conversion quand même un petit peu, même s'il y a une base de foi chrétienne dans votre éducation, il y a en tout cas une découverte d'un élément que vous ne soupçonnez pas dans le christianisme. Je peux pas dire autrement, il y a une certitude, donc c'est compliqué à expliquer une certitude. Mais voilà, donc ensuite... Très honnêtement, le passé, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, je vous le répète, c'est si je peux aider. Voilà, si je peux aider des jeunes, si je peux aider également les gens incarcérés, hein, qui sont dans des... Alors, on va en parler. Qui sont dans un rythme, dans une délinquance qui est répétée, et dans laquelle, je pense, la foi peut aider. On va en parler parce que vous avez eu un acte, un comportement chrétien avant d'écrire ce livre. Vous avez quand même tendu la main vers les gens avec qui vous aviez partagé une souffrance. Donc, vous avez compris, je reçois Pierre Botton, qui écrit sur le chemin de ma foi, édité chez Fayard, et nous discutons avec lui. Alors vraiment, c'est pas à bâton rompu, c'est à fleur et moucheté non plus, c'est de sincérité en conviction sur comment, après avoir vécu tant de tourments, la foi peut être pas seulement une lueur d'espoir, une raison d'être, et comment se trouver bien dans cet univers, dans cette vie, en croyant en Dieu. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis sûr que ce thème vous interpelle, que vous avez envie de dire quelque chose, que peut-être vous avez été confronté à cette réalité, ou que vous connaissez parmi vous des gens que vous aimez ou vos proches, des gens qui ont vécu aussi cette situation, ou tout simplement la redécouverte de la foi à une période où il y a quand même pas mal de barbarie et pas mal comme de paganisme dans une époque qui peut être un peu trop païenne par rapport à ce qu'elle aurait besoin. À tout de suite sur Sud. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h34 en ce jeudi 26 mars 2026, et je reçois... en face à face, peut-être en côte à côte, hein, c'est la phrase de Monsieur Collomb, maire de Lyon, ministre de l'Intérieur, le jour de son départ, et puis Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro Vox, a écrit aussi. On était côte à côte, on est face à face. Et donc là, je suis face à côte avec Pierre Botton. Pierre Botton, on va venir un petit peu dans l'actualité. Hein. Tout ce que vous dites est à la fois, j'ai le cuir tanné, mais c'est bouleversant et étonnant, parce que c'est tellement peu conforme à ce qu'on croit entendre. Quelqu'un qui, après avoir payé sa dette à la société pour des erreurs commises, vient dire gratuitement, parce que vous avez rien à gagner de plus. Voilà. Hein. Cette prise de conscience que vous êtes un pécheur. Je vous disais, est-ce que si vous n'avez pas eu ces accidents, vous auriez fait cette prise de conscience? Vous me dites non. Pourtant, c'est une vraie prise de conscience. Vous me dites, attention, je ne suis pas dans l'expiation. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va vous toucher. Bon, vous connaissez l'actualité. Clémence de Vincent Bolloré avec Jean-Marc Morandini. Et devant la commission d'enquête, on dit à Vincent Bolloré, quand même, ce qu'a fait Jean-Marc Morandini par rapport aux autres journalistes, vous auriez pu être plus ferme. Et il dit, la justice est passée. Et maintenant, miséricorde doit passer. C'est une phrase qui vous touche ou non? C'est lui. C'est lui. Voilà. C'est juste Vincent Bolloré. Mais c'est une phrase qui vous parle. Oui, bien entendu. La justice est passée, maintenant miséricorde doit passer. Bien sûr, mais je pense que je veux pas...
Mais je pense que... Non, mais j'aime bien votre avis là-dessus. Je pense que les gens ne connaissent pas les motivations de Vincent Bolloré. Et je vous dis, moi j'avais reçu beaucoup de messages en disant oui quand même, tout ça. Et c'est juste lui. Parce qu'on l'accuse d'être chrétien, donc réac, et que CNews est une radio dite d'extrême droite parce que lui-même est un catholique intégriste. C'est une lecture que fait la gauche, que fait l'intelligence de gauche. Vous dites non, c'est un chrétien. Non, je pense que c'est un fervent chrétien. C'est totalement son droit, bien sûr. C'est un fervent chrétien, c'est un fervent croyant, c'est un homme d'une... force incroyable, d'une vision incroyable, et je vous dis, c'est lui. Il est dans le pardon. C'est une des choses que moi j'ai parfois du mal. Voilà, je vais me confesser de ça. Parfois, c'est vrai que j'ai du mal à pardonner à certains de Vous mes n'avez ennemis. pas tant de mal à pardonner que ça. On a un extrait qui a été diffusé dans une émission C'est à vous, où vous êtes cité, où le juge Courroy est invité, le terrible juge Courroy, la terreur des gens qui respectent pas la loi. On écoute votre déclaration, votre définition. On vous demande qu'est-ce que vous pensez du juge Courroy. Un magistrat atypique, ça c'est évident. J'ai eu contact d'autres magistrats qui a d'une rigueur, très très grande rigueur, très sévère, très très sévère, implacable. Mais ce n'est pas un magistrat qui va aller chercher des charges là où il n'y en a pas. Moi, je suis obligé de dire que ce magistrat-là m'a remis dans les rails de la vie normale. M'a remis dans les rails de la vie normale. Le juge Courroy répond. Anne-Elisabeth Lemoine, il est touché évidemment de votre témoignage parce que voilà, et il fait bien allusion au fait que vous aviez en commun ces valeurs chrétiennes. Il va pas au-delà. Et vous, on a l'air de comprendre que c'est un petit peu lui qui vous ouvre qui vous rouvre la voie, cette voie du Seigneur impénétrable. Il vous permet de la pénétrer, et peut-être que c'est avec sa rencontre que vous commencez peut-être cette prise de conscience. Est-ce que ça peut être le cas? Non, il a essayé, mais je l'ai pas saisi. Parce qu'il est chrétien, il oui, le revendique comme tel. Il le dit. Je raconte dans le livre d'ailleurs, quand il me sort, il me sort à la... Tout à fait, vous le à dites une date très précise. Mais je l'ai pas saisi, si vous voulez, parce qu'en fait, il y avait deux choses. Je mets cette phrase de Napoléon qui dit « L'homme n'est jamais aussi grand que quand il s'agenouille devant Dieu ». Et moi, je m'étais jamais agenouillé devant personne. J'ai eu 92 auditions devant le juge d'instruction parce que il me demandait de révéler des choses, et j'ai été élevé comme ça, et je ne balance pas, voilà. Et donc, à chaque fois, il faisait venir, c'était très compliqué, pour 5 minutes. Et bon, alors, vous avez des choses à me dire? Non, très bien, mais remettez-lui les menottes et qu'il reparte en prison. Et ça a duré 92 fois. Mais donc, j'ai pas pu saisir, si vous voulez, parce qu'on était en opposition là-dessus. Maintenant, il a tendu une main chrétienne qui m'a parlé. Voilà, qui m'a parlé. Mais cette main chrétienne était en opposition avec l'affaire judiciaire et le comportement que je devais avoir vis-à-vis de la justice. Lui qui était le joug de la République, qui allait sanctionner. Il a sanctionné assez fortement. Fortement, sans compassion. Là, il y a peu de miséricorde. Lui dit, je n'ai fait qu'appliquer la loi. Voilà. Et donc, la justice. Et pour autant, il y avait en lui ces valeurs chrétiennes. Puisque vous êtes de Lyon, nous avons Jean-Marie qui nous appelle de Lyon. Pierre Botton. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Bon. Merci de prendre mon appel. Au contraire, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Pierre Botton? Écoutez, je viens de recevoir, avec votre émission, en recevant M. Pierre Botton, une des plus grandes émotions de ma vie. Eh ben. C'est magnifique. Eh ben. Voilà, M. Pierre Botton, je peux vous dire tout de suite, moi étant un chrétien convaincu, nous fait part de sa conversion, il faut appeler ça conversion. Oui, on cherche le mot avec lui depuis le début. Il était il est né chrétien. On a parlé de prise de conscience. On a parlé de prise de conscience qu'il était un pécheur. Mais il y a une intervention extérieure à l'être humain dans sa conscience. C'est pour ça qu'il s'est converti, M. Botton. Et il parle de Saül de Tarse sur le chemin de Damas. Il faut relire. C'est moi qui l'ai comparé. J'ai dit, est-ce que c'est votre chemin de Damas? Voilà. Non, mais il l'a dit, lui, dans le livre, quelque part. Voilà. Alors, moi, je me permets de parler de ça, de M. Botton, parce que j'ai croisé sa route au début des années 80. Nous étions tous les deux en poste. Moi, j'étais en poste à Lyon.
petit directeur de banque comme ça, quoi. Bon, je connaissais ses parents, des gens charmants d'ailleurs, formidables. Son père et sa mère, je les ai connus, des gens extraordinaires. Alors chacun a ses défauts, bien sûr. Et vous acceptez de révéler votre identité ou non? Vous donnez votre nom de famille, Jean-Marie? La banque, le nom de la banque. Hors antenne. Bon, et le nom de la banque, ça serait... C'est une banque bien connue lyonnaise. C'était une des banques principales de Lyon. Bon, on croit comprendre. allez-y. Je dois aujourd'hui remercier Monsieur Botton, mais d'une façon tellement surnaturelle, que cet incident qu'il y a eu entre lui et moi, compte tenu de sa vie un peu comme il l'a décrit lui-même, c'est lui-même qui le dit, j'ai subi le contre-coup de cette rencontre et d'un seul coup, un événement, je qualifie d'extraordinaire parce que j'ai beaucoup souffert de cette rencontre. Cette rencontre a bouleversé ma vie. J'ai changé d'orientation professionnelle et ça a été un enchaînement successif de bonheur. Et j'ai suivi en parallèle les affres qu'a subi M. Botton, ses années de prison, etc. J'étais en Afrique équatoriale et dans Le Point, je voyais sa souffrance parce qu'il était en prison. Comment aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Jean-Marie, votre témoignage est simplement bouleversant, inattendu. Monsieur Botton, vous êtes dans les voies du Seigneur. Que tous les catholiques nous écoutent aujourd'hui et qu'ils sachent que si on fait des choses mauvaises, ça m'est arrivé aussi, nous pouvons nous transformer. Crions notre foi. Hurlons le bien de l'humanité, la fraternité. Monsieur Botton, je vous embrasse. Merci. C'est très touchant. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de venir, d'accepter cette invitation, Pierre Botton. Jean-Marie, ce que vous dites, voilà, moi je trouve que c'est un instant de radio assez unique, inattendu. À Sud Radio, on n'est pas toujours versé sur les questions religieuses et pourtant elles font partie des réalités de la société française. L'Église catholique, alors je vais jouer mon mécréant, c'est aussi l'Inquisition, c'est beaucoup de morts pendant la Conquista, et puis un évêché et un clergé supérieur qui bénissaient les mitraillettes de Franco, qui soutenaient le régime de Pinochet, mais c'est aussi des prêtres qui ont au bas de l'échelle, des prêtres ouvriers et des prêtres tout simplement, des prélats qui ont été proches des souffrances du peuple. Et une des grandes erreurs, c'est d'avoir oublié les chrétiens d'Orient, qui étaient le rempart de la civilisation face à la barbarie. En tout cas, là, on a la rencontre de deux chrétiens. On précise catholiques, mais c'est surtout deux hommes qui ont la foi et qui, après avoir eu des différends, peut-être que Pierre Botton s'en souvient, vous vous réconciliez, vous vous retrouvez dans cette fraternité. Voilà, il y a un instant de compassion absolument extraordinaire. Et là, c'est pas préparé. Merci Jean-Marie pour votre témoignage. Merci infiniment. Pierre Botton, poursuivez votre réponse à Jean-Marie. Non, je pense que c'est vraiment très très fort. Voilà, c'est quelque chose de très fort, vous voyez. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai pris un risque à écrire cet ouvrage, mais vous voyez, ce témoignage montre que j'ai bien fait de prendre un risque. Donc bien sûr que je vais me faire démolir par ailleurs. Enfin là, vous avez un lecteur. À mon avis, Jean-Marie va aller en librairie acheter. Mais je pense... 10 euros, Jean-Marie. mais je pense surtout... Je pense, vous voyez, dans toute chose, toutes les fois qu'on agit, il faut savoir si on prend le risque, on ne prend pas le risque pour ne pas... Voilà, pour pas être abîmé, pour pas prendre de coups, ou si on le prend au risque de n'avoir que 2 ou 3 choses positives. Moi, j'ai toujours pris ce risque-là. Je n'aime pas l'inaction, j'aime le risque. Et pour moi, d'ailleurs, prier, c'est un acte d'action. Surtout quand vous avez rien demandé. Non, vous l'avez fait quand même. Pas. Je suis avec Pierre Botton. Il reste encore un quart d'heure d'antenne avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. Je ne sais pas si les autres auditeurs auront la ferveur de Jean-Marie. Ce témoignage incroyable, hallucinant, très très bel instant. Je pense qu'il restera dans les annales. Et Pierre Botton est toujours là. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez l'engueuler si vous voulez en disant que c'est pas bien ce qu'il a fait. Remarquez, que vous en changez un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Non. Oui, quand même. Je suis journaliste. Je suis obligé de vous engueuler, ça je serais pas un bon journaliste. Obligé, non. Mais vous le faites en tout cas. Voilà, vous nous appelez, Emmanuel Galasso prendra votre appel et bien sûr Pierre Botton répondra avec la sincérité, la franchise qui est la sienne. À tout de suite sur... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Nous sommes le jeudi 26 mars 2026, il est 13h49, je reçois
Pierre Botton, auteur de Sur le chemin de la foi. Nous venons de vivre un instant assez exceptionnel de radio avec Jean-Marie qui a connu Pierre Botton, et ils ont partagé ensemble des instants de difficulté, et Jean-Marie, en écoutant Pierre Botton, dit c'est un instant de bonheur parce que voilà, cette foi, cet amour de Dieu, ce christianisme nous rapproche, et c'était assez émouvant d'entendre ces deux hommes. Et maintenant Pierre Botton voit de qui il s'agit. Effectivement, il dit cet homme a subi effectivement à cause de moi des tourments. Donc c'est très émouvant de ce témoignage. On continue à recevoir des témoignages. Annie, vous appelez d'Aurillac, dans le Cantal. Oui. Annie, bonjour. est-ce que cet échange avec Pierre Botton, cette rédemption, cette prise de conscience de la foi est quelque chose qui vous interpelle? Oh là là, largement. J'ai aussi 70 ans, j'ai un parcours de vie extrêmement douloureux, et c'est grâce à la foi, cet appel de je ne sais où, moi qui ne croyais pas du tout à l'époque, il y avait une vie turbulente, une société, enfin beaucoup de responsabilités, et pas du tout le temps ni la possibilité de penser à tout ce que je croyais, ces choses-là. Et aujourd'hui, si je n'avais pas eu cet appel de je ne sais où, une espèce de colonne vertébrale de la vie, eh bien, je m'en serais pas sortie, je pense. Vous avez l'air convaincus tous les deux. Vous avez l'air convaincus tous les deux de ce que vous dites. Vraiment, je suis interpellé. Ah oui. Parce que vous êtes des rationalistes. Vous êtes des rationalistes quand même. Ah oui, les pieds sur terre. Oui, la tête peut-être dans les étoiles maintenant, mais vraiment les pieds sur terre, oui, complètement. Parce que pour mener des entreprises, c'est quand même compliqué. On n'a pas toujours le temps de s'occuper un petit peu de ces choses-là. Et je vous dis, il a fallu des souffrances terribles, la perte de mon compagnon dans des circonstances abominables. Et il est toujours là, il m'accompagne. Il y a 5 ans qu'il est parti. C'était une personne merveilleuse, mais c'est parmi bien d'autres douleurs. J'ai perdu des enfants. Enfin, j'ai eu une vie assez lourde. Donc vous croyez en la vie éternelle? Ah mais oui, enfin, ça m'est encore difficile de vous le dire, hein. Mais Non, mais c'est très fort, c'est très fort. Mais c'est un des éléments les plus difficiles, la vie éternelle. Et surtout de se dire, je fais l'allusion à cette maman juive dont le petit garçon, elle franchissait la frontière allemande-suisse en 42, et on lui retire son enfant des bras, et elle témoignera après, je suis fâchée avec Dieu. Parce que il devait pas me faire ça. Donc c'est vrai qu'on est ébranlé quand on traverse des périodes épouvantables. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui permet la souffrance? Et vous ne décrochez pas. Vous croyez en l'amour de Dieu et en la vie éternelle. Ah oui, et j'ai pu, je ne sais pas, c'est mon Prozac de tous les jours. Je me lève le matin. Évidemment, j'ai toujours cette douleur parce qu'elle nous accompagne. C'est une résilience, mais la résilience n'efface pas la douleur. Mais peut-être même qu'elle la maintient, et c'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer avec l'épine dans le pied. Mais il y a quelque chose qui fait que, eh bien, cette douleur, elle est comme anesthésiée. Elle ne s'en va pas, bien sûr. Mais elle vous permet de repartir, de recroire en la vie et de la trouver. Malgré tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est terrible d'ailleurs, hein. C'est justement lié à cette espèce de retour sur soi, mais dans un ego surdimensionné. On oublie qu'on a cette puissance en nous. Moi, je la sens. Alors que ce qui me permet de dire ça, c'est que je l'ai jamais ressenti dans ma vie. J'ai toujours été empathique, c'est vrai, mais pas comme ça. Annie, Pierre Botton communie avec vous, je le vois à son regard. Il a envie de vous répondre. Il a très envie de vous répondre. Non, je voulais vous remercier de votre témoignage, madame, parce que il faut qu'on soit plus nombreux, justement, à vous en parler de façon extraordinaire. Et il faut qu'on soit plus nombreux à parler comme ça pour essayer de... Il s'agit pas de prosélytisme, hein, il s'agit d'évangélisation, c'est-à-dire il s'agit de dire aux gens qui souffrent que, vous voyez, vous avez visiblement souffert, sans doute il n'y a pas de comparaison à faire dans les souffrances, et vous êtes encore debout, vous êtes encore dans la foi, vous êtes encore dans l'espérance. Et je vous remercie de votre témoignage, parce que d'abord vous me laissez pas tout seul dans dans ce témoignage difficile, et ensuite vous en parlez tellement bien. Donc il faut continuer à diffuser autour de soi pour que notre religion existe et apporte à d'autres, et c'est comme ça qu'on deviendra
peut-être plus fort en face d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, madame. Je vais vous poser une question à tous les deux. J'ai été éduqué, formé par les jésuites, qui m'ont dit l'essentiel, c'est d'appliquer les valeurs des évangiles, qui est le texte le plus puissant qu'on ait jamais fait dans l'humanisme. T'inquiète pas, si Dieu n'est... Te soucie pas de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Applique l'évangile, et puis c'est un peu le pari de Pascal. S'il est là, il te rendra compte. S'il n'est pas là, t'auras fait le bien sur terre. Est-ce que l'existence de Dieu est si primordiale, si incontournable, pour appliquer les valeurs de l'évangile et faire le bien autour de soi et d'aimer son prochain comme soi-même? Moi, je vais répondre après madame répondra, mais moi, Perico, j'ai pas de doute, donc je peux pas répondre à votre question, parce que pour moi, c'est une certitude. Voilà, c'est-à-dire que Dieu existe, c'est une certitude, la vie éternelle existe, et je suis... voilà, après, il faut essayer de faire le mieux tant qu'on est sur Terre. Je le répète, on reste pécheur, la confession existe, il faut essayer de s'améliorer, et notre seul juge, la seule personne à qui on a des comptes à rendre, c'est Dieu. Donc s'il est sur le lac des Tibériades et qu'il vous appelle, vous sortez du bateau et vous ne vous enfoncez pas. Vous marchez, vous croyez vraiment, vous croyez vraiment en lui. Annie, vous aussi, la foi vous anime. Ah oui, tout à fait. Et tout cela, ça va au-delà de toute intellectualisation de la vie. C'est profond, ça vient du puissant, du plus profond que l'on puisse, qu'une âme puisse avoir. Le mot âme a un sens tout d'un coup. Alors que jusque-là, ça me semblait être oui, je respectais tout le monde, oui, mais je ne le ressentais pas. Pierre Botton, vous avez l'air... merci Annie pour votre témoignage très puissant. Je suis Jean-Marie. Vous avez l'air rassuré. Oui, mais vous avez l'air en paix. Vous avez l'air oui, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pris un risque avec ce livre. J'ai vraiment pris un risque. Et je suis tellement content des témoignages qu'on a à votre antenne. C'est rassurant. Vous voyez, je veux dire, je me sens... moins seul, c'est un peu bête de dire ça, vous voyez, je veux dire, mais surtout, ça donne un sens au risque que j'ai pris, voilà, et je vous en remercie, Perico, de m'avoir invité, de m'avoir permis d'entendre ces témoignages. Écoutez, on rend hommage à René de Chateaubriand, on vient de vivre à l'instant du génie du christianisme, tout simplement, un parmi d'autres. On n'a rien à révéler, et c'est sûr que dans cette époque, je le dis, et nous disions tout à l'heure les baptêmes, il y a un renouveau des baptêmes. Est-ce que dans une époque où le matérialisme est en train de faire des ravages et où la barbarie, avec des confessions violentes et des idéologies mortifères, et sont en train de perturber l'humanité, peut-être que ce retour aux valeurs chrétiennes, je parle vraiment que des valeurs chrétiennes, celles de l'évangile, c'est peut-être un bon signe pour l'humanité. Perico, alors barbarie, c'est barbarisme, ça c'est autre chose, mais il faut pas opposer le matérialisme et la croyance. Vous voyez, je pense que on peut tout vivre correctement à partir du moment où on a une colonne vertébrale et à partir du moment où on partage. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai une expérience, je la partage. Il y a des gens qui ont de l'argent qui le partagent. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Il faut, je pense pas que Dieu nous veuille comme, comment dire, que vous voyez, des gens qui sont toujours tristes et tout ça. Vous voyez, cette dame, vous entendez dans sa voix. Oui, vous entendez, il y a de la joie, exactement. Elle a vécu des drames, il y a de la joie. Donc, je crois que Dieu nous veut joyeux. En tout cas, ça confirme ce que André Malraux prédisait pour ce siècle. Allez en paix, Pierre Botton. Voilà, merci d'être venu. Merci. Voilà. Quant à moi, je vous dis, on va faire une pause tout en œuvrant. Je vous dis à lundi. Demain, c'est André Berkoff qui prend le relais, le camarade Saint André Berkoff. et je vous laisse aujourd'hui, là, à l'instant, avec Brigitte Lahaye, qui sa foi, elle, est plus sur l'amour et le sensuel, mais c'est quand même de la foi. Merci Pierre Botton. À bientôt. Au revoir. Sud Radio.